Donc, comme vous le savez, cette année, je fais un panorama de l'évolution de la physique atomique et de l'optique au cours des 50 dernières années pour insister sur les révolutions qu'ont apporté le développement des lasers dans divers domaines de cette physique. J'ai commencé par parler de l'utilisation des lasers pour refroidir les atomes, pour arriver à des températures extrêmement basses et pouvoir, à cette occasion, étudier de nouvelles phases de la matière ultra froide. C'était les leçons 2 et 3. La semaine dernière, j'ai montré comment on pouvait utiliser les lasers pour manipuler des particules quantiques isolées et mettre en œuvre de la logique quantique avec application possible à l'information quantique. Cette semaine, je voudrais m'intéresser aux mesures ultra précises, à la mesure du temps et à la spectroscopie de très haute résolution. J'ai appelé cette leçon la passion de la précision et la mesure du temps. La passion de la précision parce que pour faire ce genre d'expérience, il faut avoir des dispositions particulières et il faut vraiment être passionné. Lorsqu'on mesure quelque chose avec une quantité avec, disons, 14 ou 15 chiffres significatifs, il faut faire très attention à toutes les sources possibles d'erreurs systématiques et de l'incertitude statistique, analyser avec une précision extrême, avec un esprit de détective passionné, tout ce qui peut ne pas bien fonctionner. Et donc ce sont des mesures qui engagent toute une carrière de physicien, comme on le verra dans la suite. Ces mesures ultra précises ont permis d'abord de faire un bond spectaculaire à la spectroscopie, lui faire gagner quelque chose comme 8 à 10 ordres de grandeur sur la précision des mesures optiques, et surtout ça a révolutionné la mesure du temps en permettant de développer des horloges atomiques qui ont maintenant une précision absolument fantastique, au point qu'on se demande jusqu'où on pourra aller plus loin et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette précision. Donc je vais essayer d'en parler au cours de cette leçon. Le plan sera le suivant. Je commencerai par décrire, ou plutôt rappeler les expériences précises effectuées sur l'hydrogène servant de banc d'essai aux mesures de haute précision pour des raisons évidentes. Ensuite, je passerai dans une deuxième partie à une brève histoire de la mesure du temps, rappelant rapidement ce qui s'est passé dans l'histoire entre les premières horloges et l'arrivée des premières horloges atomiques, et je parlerai des horloges atomiques à atomes de césium. Je consacrerai une partie importante ensuite à la révolution qui a été apportée par ce qu'on appelle les peignes de fréquences, c'est-à-dire des dispositifs optiques qui permettent de relier les fréquences micro-ondes aux fréquences optiques et de façon, d'une part, à mesurer des fréquences optiques de façon absolue en référence à une horloge micro-ondes, et d'autre part, à servir d'éléments essentiels à la construction d'horloges atomiques qui se référeraient directement à une fréquence optique très élevée, acquérant ainsi une extrême précision. Et je décrirai donc les horloges optiques actuelles. Il y a deux types d'horloges, les horloges à ions et les horloges à atomes neutres. Je rappellerai le principe et je décrirai quelques applications. Alors, quelques rappels sur l'hydrogène. L'hydrogène a évidemment servi de banc d'essai parce que c'est l'atome le plus simple, parce que sa structure est connue fondamentalement à partir des lois de la physique quantique et de l'électrodynamique, et donc en faisant des tests de plus en plus précis sur l'hydrogène, d'une part, on teste ses capacités à faire de la spectroscopie de haute résolution, et d'autre part, on teste les théories fondamentales. Ces expériences ont été menées par un petit nombre de groupes dans le monde. Je parlerai beaucoup des expériences effectuées par Ted Hensch sur une période de 40 ans. Il a commencé au début des années 70, d'abord à Stanford, puis à Munich, parce que Ted Hensch a été vraiment l'un des pionniers de cette physique, et ensuite, il a été amené, pour améliorer encore ses expériences, à développer les peignes de fréquences dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais d'autres personnes sont très fortement impliquées dans ces expériences, en particulier en France. Il y a des travaux très importants du groupe de l'ENS, donc de Biraben et de Lucille Julien, qui est ici dans la salle. Et toutes ces personnes partagent cette passion de la précision dont je parlais tout à l'heure. Donc je vous ai montré ici d'abord le spectre de l'hydrogène tel qu'il résulte de la théorie de Bohr-Schrödinger non relativiste. Vous le connaissez tous, les états sont repérés par le nombre quantique principal, et les énergies se classent en 1 sur n2. Donc vous avez l'état fondamental, l'état n égale 2, et ensuite les états 3, 4 et 5, et les séries de raies optiques sont classées par l'état final de la transition. Celles qui aboutissent à l'état fondamental sont appelées les raies Lyman, celles qui aboutissent au premier état excité, les raies Balmer. Et voici, par exemple, un spectre basse résolution obtenu à l'aide d'un réseau des raies Balmer de l'hydrogène. La raie rouge, c'est la raie entre le niveau n égale 2 et n égale 3.
Alors ça, c'est la première approche. Vous savez que dès les débuts de la physique quantique, quelques années plus tard, Dirac a écrit une équation pour l'électron qui satisfait aux conditions de la relativité, et cette équation a introduit de façon naturelle le spin de l'électron, c'est-à-dire son moment magnétique. Et le couplage du moment magnétique de spin avec le moment orbital de l'électron conduit à la structure fine, et donc la différence essentielle par rapport au spectre de Bohr-Schrödinger, c'est l'apparition de cette levée de dégénérescence dans l'état n égale 2, le niveau 2p, le niveau P possède deux états correspondant au spin, à l'orientation du spin électronique parallèle ou antiparallèle au moment orbital. Donc vous avez les états 2p3,5 et 2p1,5, et la levée de dégénérescence d'environ 10 GHz est donnée et calculée par l'équation de Dirac. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. L'équation de Dirac ne tient pas compte d'un effet important qui est la perturbation des niveaux d'énergie liés aux fluctuations du champ électromagnétique du vide, ce qu'on appelle les corrections de l'électrodynamique quantique. Ces corrections ont été calculées, ont été observées expérimentalement et calculées pour la première fois à la fin des années 40. Leur effet essentiel dans ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que les niveaux 2s et 2p ne sont plus dégénérés. On a une levée de dégénérescence d'environ 1 GHz, ce qu'on appelle le déplacement de Lamb, et parce qu'il a été mesuré par des expériences micro-ondes par Lamb en 1947. L'état fondamental est lui aussi déplacé. Ce sont essentiellement les niveaux S qui sont déplacés parce que cet effet de couplage aux fluctuations du champ du vide est surtout sensible pour les niveaux électroniques qui ont une probabilité de présence au noyau. Donc voilà la théorie complète, disons, de l'atome d'hydrogène. Les diagrammes que j'ai décrits ici ne tiennent pas compte d'un effet qui se rajoute, qui est l'effet de structure hyper fine, c'est-à-dire le fait qu'il y a un couplage entre le magnétisme électronique et le magnétisme nucléaire. Cette structure hyper fine, elle donne en particulier à l'état fondamental une séparation de niveau de l'ordre de 1,4 GHz. Ça compliquerait les diagrammes, mais je ne vais pas en tenir compte, enfin je ne vais pas l'introduire explicitement ici. Donc voilà le spectre de l'hydrogène. Comment est-ce qu'il a été étudié expérimentalement? Bien, historiquement, la première mesure optique de ce spectre a été faite par Hensch et Shallow à Stanford. Donc je vous remontre ici le spectre optique des raies Balmer. Voilà la raie Balmer alpha. Avec la meilleure résolution possible avant les lasers, on arrivait, avec de bons spectromètres, de bons réseaux, à séparer les deux composantes de structure fine, séparées de 10 GHz. Et donc vous voyez que ce qu'on pouvait faire de mieux avec des lampes classiques, c'était des raies de quelques gigahertz de large, dominées par l'effet Doppler, le fait que les atomes d'hydrogène se déplacent. Je rappelle également que pour les transitions de la raie Balmer, il faut partir de l'état excité, donc on part d'un système dans lequel une décharge électrique crée des atomes dans l'état 2s, qui est un état métastable, et c'est à partir de cet état métastable que les transitions sont observées. Alors ce qu'ont fait Hensch et Shallow, c'est d'appliquer la méthode que je décrivais dans le premier cours, la méthode d'absorption saturée, qui consiste à envoyer deux faisceaux laser contrapropageants et de saturer la transition à l'aide d'un des faisceaux de façon à ce que la lumière se propageant dans l'autre sens soit absorbée de façon différente suivant que la vitesse de l'atome est nulle dans la direction des lasers ou non. Si la vitesse de l'atome est nulle dans la direction des lasers, les atomes interagissent avec les deux faisceaux. Le faisceau intense sature l'absorption pour le faisceau sonde et on observe un creux très marqué au centre du profil Doppler. Et lorsqu'on applique ceci à l'hydrogène, bien voici les premières raies qui ont été obtenues. Les 10 GHz sont ici. Et vous voyez que pour la première fois, on résout optiquement le Lamb shift d'environ 1 GHz sur une transition optique. Donc ça a été vraiment le point de départ de la spectroscopie de haute résolution grâce au développement des lasers de fréquence accordable. Alors ensuite, ça s'est développé de façon considérable. Je vais raccourcir l'histoire beaucoup et je vais vous parler des transitions à deux photons que j'avais déjà introduites dans la première leçon. C'est une autre façon de vaincre l'effet Doppler. On fait absorber par l'atome deux photons se propageant dans des directions opposées. Et cette fois-ci, on peut atteindre une transition sur la raie Lyman alpha entre l'état fondamental et le premier état excité de l'atome d'hydrogène. L'atome absorbe deux photons contrapropageants à 243 nanomètres, ces photons étant eux-mêmes produits par doublage d'un laser de fréquence visible à 486 nanomètres. Le montage expérimental, je vais le décrire rapidement. En fait, Thomas Udem, qui a donné un séminaire il y a quelques semaines, a décrit en détail ses expériences. On a un jet d'atomes d'hydrogène froid, cet atome d'hydrogène à une température de quelques degrés Kelvin.
qui se propage horizontalement et qui est soumis à une onde stationnaire formée de 2 lasers contrapropageants. Donc les atomes interagissent le long du jet pendant un temps très long, ce qui fait un long temps d'interaction et donc des raies fines. Et les atomes portés dans le niveau 2s sont quenchés, c'est-à-dire qu'on applique un champ électrique qui mélange l'état 2s métastable à l'état 2p instable, et on a une émission d'un photon Lyman alpha très énergique qui donc signale l'existence de la transition. Alors il y a beaucoup d'astuces qui sont mises ici pour obtenir les raies les plus fines possibles. Il faut avoir des lasers ultra stables, il faut avoir des atomes aussi lents que possible pour avoir un long temps d'interaction. L'effet Doppler du premier ordre est supprimé par le caractère contrapropageant des 2 lasers, mais il reste l'effet Doppler du second ordre en V2 sur C2 qui est équivalent à l'effet de dilatation des temps. Dans le repère des atomes, le temps s'écoule à une fréquence différente de celui du laboratoire, et ceci rend les raies asymétriques. Pour minimiser cet effet, on utilise cette roue dentée de façon à synchroniser les atomes de vitesse faible qui arrivent à un instant donné avec la détection, et on peut ainsi ne détecter que des atomes qui ont été lents, qui sont dans la queue basse vitesse de la distribution des vitesses atomiques. Et en prenant des atomes lents, on minimise l'effet Doppler du second ordre et on rend les raies de plus en plus symétriques. Et donc c'est à l'aide de toutes ces astuces qu'on arrive à avoir des raies ultra fines. Vous voyez ici une raie qui fait 530 Hz de large. La largeur naturelle de la transition n'est que de 1 Hz, mais il reste évidemment une largeur qui est liée au caractère fini du temps d'interaction, à l'effet résiduel de l'effet Doppler du second ordre et également aux instabilités de quelques Hertz du laser. Mais c'est une finesse absolument extraordinaire. Ça, c'est une des composantes hyperfines. Si vous cherchez l'autre composante hyperfine, elle sera à cette échelle à des kilomètres d'ici, puisque ça, c'est 500 Hz, et la distance de l'autre composante, c'est 1,4 GHz divisé par 2, puisqu'on a des transitions à 2 photons. Donc, à partir de là, on peut mesurer avec une très grande précision la fréquence de la transition, et je vous rappelle que tout ça est étudié en détail dans le séminaire d'Oudem, donc je ne rentrerai pas dans plus de détails. Donc ceci a conduit à des progrès spectaculaires de la spectroscopie optique. Ce diagramme que j'ai repris d'un séminaire de Ted Hench montre en fait qu'il y a eu 3 périodes. Avant l'avènement des lasers, l'augmentation de la sensibilité qui se situe dans le domaine des certitudes de 10-5 à 10-7 a été relativement lente et faible. C'est essentiellement lié à l'amélioration des sources classiques, au fait qu'on pouvait utiliser des sources refroidies, par exemple, pour diminuer l'effet Doppler, et qu'on était capable, en augmentant le rapport signal-sur-bruit, de diviser la largeur des raies de mieux en mieux, mais ça restait limité. Ici, il y a eu une rupture de pente très nette avec l'arrivée des lasers, la possibilité de mesurer, d'avoir des lasers extrêmement fins, mais au départ, la spectroscopie était essentiellement une spectroscopie de mesure de longueur d'onde. Et puis, lorsque se sont développées les horloges atomiques, et en particulier les horloges optiques, on a eu une deuxième rupture de pente avec la mesure directe des fréquences optiques des transitions correspondantes. Et c'est toute cette histoire dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Le dernier point que vous voyez ici, c'est la précision atteinte actuellement par la mesure de l'état transition 1s, 2s de l'hydrogène, donc qui est au-dessous de 10 puissance moins 14. Voici la fréquence de cette raie telle qu'elle a été mesurée. Donc c'est 2,4 10 puissance 16 Hz à plus ou moins 10 Hz près, ce qui donne une précision, une incertitude relative de 4,2 10 moins 15. À partir de là, et connaissant la théorie, on peut donc mesurer la constante de Rydberg, et elle est donnée avec 12 chiffres significatifs. Et puis, on peut mesurer le déplacement de Lamb de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, qui est mesuré, lui, avec, vous voyez, 6 ou 7 chiffres significatifs. Donc, une précision extraordinaire, mais il faut bien voir que cette précision, pour atteindre ces précisions, il ne suffit pas d'avoir des raies optiques fines. Il faut être capable de compter des fréquences optiques directement, de relier les fréquences optiques à l'unité de temps, à l'unité de fréquence, et c'est cette opération, cette tentative donc de compter directement les fréquences optiques qui a entraîné une révolution dans la mesure du temps. Et donc ceci me conduit directement à la deuxième partie. Je vais vous parler maintenant donc de la mesure du temps, et je vais essayer de prendre une perspective plus large
en remontant au passé pour bien vous faire voir l'immensité des progrès accomplis en quelques années par rapport à tout ce qui avait été accompli pendant des siècles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la mesure du temps? Je ne vous parlerai pas des clepsydres, des sabliers et autres instruments qui mesuraient le temps dans l'Antiquité, mais les premières mesures du temps, disons modernes, ce sont les mesures du Moyen-Âge, les horloges dans les tours des cathédrales, par exemple, qui étaient constituées un peu de la façon dont je décris ici. Vous aviez un bras horizontal qu'on appelle le folio qui oscille comme un pendule de torsion, et cette oscillation, elle est enregistrée par une roue dentée qui sert à la fois à compter les oscillations, mais également à redonner de l'énergie à l'oscillation pour que ça s'amortisse pas trop vite. Alors ces pendules d'horloge, en général, elles n'avaient qu'une seule aiguille qui était entraînée par cette roue dentée, et leur précision était, disons, de l'ordre de 10-2. C'est-à-dire qu'elle avait une stabilité de l'ordre d'un quart d'heure par jour. Si elle ne retardait pas ou n'avançait pas de plus d'un quart d'heure par jour, on était content. Alors, un progrès fondamental s'est produit au XVIIe siècle lorsqu'on a introduit le pendule. Et donc, vous connaissez tous donc, les expériences de Galilée sur l'isochronisme des petites oscillations du pendule, le fait que la fréquence d'un pendule dépend en première approximation pas de l'amplitude de l'oscillation, mais seulement de la longueur du pendule. Et on a fabriqué, Huygens et Galilée ont construit les premiers pendules. Donc l'oscillation du pendule est comptée à l'aide d'un mécanisme d'échappement, des engrenages, qui servent à la fois à compter le nombre d'oscillations et également à transmettre de l'énergie, à restaurer l'énergie du pendule, qui est par exemple produite par la chute d'un poids. Alors ces pendules, qui existent toujours, elles ont une incertitude relative, disons, de l'ordre de 10-4. 10-4, c'est, disons, quelques dizaines de secondes, la minute par jour, c'est déjà bien pour une horloge de ce type. Les progrès suivants se sont produits au XVIIIe siècle et ils ont été motivés par des applications pratiques. La marine anglaise, d'ailleurs toutes les marines, tous les pays qui avaient des marines importantes, se sont trouvés confrontés au problème de la mesure des longitudes. Comment, lorsqu'on est en mer, savoir quelle est sa longitude? Et la façon de le faire, c'est de repérer, d'être capable de mesurer la différence de temps entre le point de départ, le port dont on est parti, et l'endroit où on se trouve. Le temps à l'endroit où on se trouve, on le mesure simplement en voyant le moment où le soleil passe au zénith, donc c'est midi. Mais comment comparer ce midi au midi du port de départ? Pour ça, il faut transporter une horloge qui garde le temps du port de départ. Et il est impossible de transporter des pendules, parce que quand on les déplace, eh bien, leur temps va être modifié. Donc un concours a été établi par la marine anglaise au XVIIIe siècle. Et ce concours, je ne vais pas faire une histoire très longue, mais le concours a été gagné par un horloger qui s'appelait Harrison, qui a mis au point une première pendule, une horloge à ressort, une horloge qui est comme les horloges mécaniques actuelles, basées sur les oscillations, non pas d'un pendule, mais d'un petit ressort, avec un système d'échappement très astucieux. Et les chronomètres de Harrison avaient une précision qui permettait de garder l'heure à quelques secondes ou quelques dizaines de secondes sur un mois. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, un bateau traversait l'Atlantique, eh bien, à mieux qu'une minute près, il savait quand est-ce qu'il était midi à Southampton, et donc il pouvait déterminer sa position en longitude au kilomètre près. C'était l'ancêtre du GPS, si vous voulez, avec une précision bien moindre que le GPS. Mais ce qui est remarquable, c'est, comme vous le savez, que le GPS aussi est basé sur une synchronisation d'horloge. Et donc, depuis au moins 3 siècles, les progrès de la mesure du temps et les progrès de la marine et des mesures de longitude vont ensemble. Donc, précision, disons, en étant optimiste, de 10-6, ou incertitude relative. Donc 4 ordres de grandeur gagnés essentiellement en 3 siècles. Le principe donc, de ces horloges, c'est un oscillateur mécanique qui donne la référence, et il est couplé à un mécanisme d'échappement qui fournit l'énergie qui compense les pertes et qui en même temps compte le nombre de périodes. Le progrès suivant a eu lieu au début du XXe siècle, ce sont les horloges à quartz, donc, qui consistent à marier des oscillations mécaniques et électriques. Un quartz, c'est un petit morceau solide vibrant. On peut lui donner par exemple la forme d'un diapason. Quand il vibre, il y a des tensions qui s'exercent à l'intérieur du solide. Ces tensions entraînent l'apparition de charges électriques à la surface. C'est ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique, qui a été étudié en particulier qui a été étudié pour la première fois par les frères Curie en 1880. Et donc les vibrations mécaniques du cristal de quartz entraînent des oscillations d'un circuit électrique.
Et donc ce circuit électrique peut servir à entretenir les vibrations du quartz d'une part et également à compter ces vibrations à l'aide d'électronique simple et donc constitue le mécanisme d'échappement. Un circuit diviseur de fréquences permet de compter un nombre de périodes multiples de 2 qui est affiché sur un écran. On s'arrange en général pour que le quartz oscille à 2 puissance 15 Hz, qui correspond à 32 000 Hz, et de façon à avoir des opérations de division simples pour obtenir la seconde. L'incertitude sur un jour de ces cristaux est de l'ordre de 10-8 à 10-9 au mieux, c'est-à-dire qu'on gagne encore 2 à 3 ordres de grandeur par rapport aux horloges mécaniques. Donc en 6 siècles, la mesure du temps est passée d'une incertitude d'1 quart d'heure par jour à une centaine de microsecondes par jour, les meilleures horloges à quartz. Néanmoins, tout ça, ce sont des instruments fabriqués par l'homme, donc ils ne correspondent pas d'une référence absolue de fréquence. La fréquence que va donner n'importe quel de ces oscillateurs dépend de sa taille, de sa dimension, va varier par exemple avec la température. Dans le cas des pendules, la dilatation joue sur la fréquence. Et donc, il y a des tas de dérives liées à l'environnement et à l'usure. Et donc, pour faire mieux, il faut faire appel à la physique quantique et à utiliser comme référence les oscillations d'électrons dans un atome. Et donc le progrès suivant est arrivé dans les années 40, lorsqu'on a compris qu'on pouvait utiliser les fréquences atomiques comme référence de temps. Le premier physicien qui a proposé cette idée, c'était Isidore Rabi, l'inventeur des jets moléculaires et de la résonance magnétique, qui en 1944 a suggéré qu'on cale une horloge sur une fréquence de résonance atomique. Et en particulier, très rapidement, l'intérêt s'est porté sur la transition hyperfine de l'atome de césium, qui oscille à cette fréquence de 9,192 631 778 Hz. Alors, je n'ai pas donné d'erreur ici parce que, comme je vais vous le dire dans un instant, par définition, on a défini la seconde en fixant cette fréquence micro-ondes de l'atome de césium. Alors, l'atome de césium a une structure hyper fine dans l'état fondamental. Lorsqu'on le place dans un champ magnétique, les niveaux se trouvent déplacés par l'effet Zeeman, donc on a une structure assez compliquée. Le niveau F égale 4 se dédouble en 9 sous-niveaux, le niveau F égale 3 en 7 sous-niveaux. Et la transition qu'on utilise, c'est la transition entre l'état MF égale 0 de F égale 3 et MF égale 0 de F égale 4. Pourquoi les états MF égale 0 ? Parce que dans un champ dit magique, leur dépendance en champ magnétique est nulle au premier ordre. Donc on a une transition qui est insensible au champ magnétique au premier ordre. Et c'est cette transition qu'on utilise donc pour caler l'horloge. C'est-à-dire qu'on effectue la transition entre ces deux états. Comment est-ce qu'on sélectionne l'état initial et l'état final ? Vous voyez que dans un champ magnétique, certains niveaux voient leur énergie diminuer en fonction du champ. Ce sont des niveaux qui vont avoir tendance à aller vers les champs forts. D'autres niveaux, on va avoir tendance à aller vers les champs faibles. Donc si on fait traverser au jet atomique un gradient de champ, comme dans l'expérience de Stern et Gerlach, les niveaux vont être séparés en deux familles de niveaux. Et donc le niveau MF égale 0 de cet état et le niveau MF égale 0 de cet état vont être séparés dans deux directions opposées. Donc le principe du montage est très simple. On a un premier Stern et Gerlach qui sélectionne les atomes dans l'état F égale 3. Il traverse ensuite une double cavité. On envoie deux impulsions radiofréquences de façon à réaliser des franges de Ramsey, j'en ai parlé longuement dans les cours antérieurs, de façon à avoir donc une résolution plus fine du centre de la résonance. Ces franges de Ramsey ont été introduites pour la première fois dans les jets moléculaires par Norman Ramsey, qui était un étudiant de Rabi. Donc, après avoir subi la résonance dans les deux régions, un deuxième Stern et Gerlach permet de sélectionner les atomes qui ont subi la transition et qui sont détectés sur un fil chaud par l'apparition d'un courant électrique. Et on détecte des millions d'atomes à la seconde dans ce type de dispositif. Alors ça, c'est le schéma. Un dessin plus précis montre typiquement la même chose. Vous avez un tube à vide, une source d'atomes, les aimants qui permettent le filtrage des états en amont et en aval, la double cavité avec les deux zones de Ramsey, le détecteur, et donc ici, la source micro-ondes qui va être asservie à la transition. Alors comment est-ce qu'on asservit à la transition ? Voici les franges de Ramsey que l'on observe, et on asservit la radiofréquence à la frange centrale. Alors quelle va être la précision d'une telle horloge ? L'ordre de grandeur de l'incertitude est facile à évaluer. On va l'appeler sigma A, c'est le rapport de la largeur d'une frange à la fréquence. Ça donne l'incertitude relative.
Alors ça serait l'incertitude relative si on ne fixait simplement la position de la frange de façon grossière, mais on a un bon rapport signal sur bruit en général, et on peut diviser la largeur de raie en un facteur qui est de l'ordre du rapport signal sur bruit. Donc finalement, l'incertitude relative, c'est delta nu sur nu fois 1 sur le rapport signal sur bruit. Mais qu'est-ce que c'est que delta nu? Delta nu, c'est 1 sur le temps de Ramsey. C'est l'inverse du temps qui correspond à la séparation des deux zones de Ramsey. Et donc on a finalement une incertitude relative qui est donnée par cette formule. Alors quels sont les ordres de grandeur? En général, pour une horloge dans laquelle les atomes ont une vitesse thermique, le temps de Ramsey, c'est le temps qui sépare le passage dans les deux zones, c'est environ 1 centième de seconde, donc 10-2 secondes. Le rapport signal sur bruit, à quoi est-il dû? Il est dû que lorsque vous êtes, par exemple, sur le flanc de cette résonance, la probabilité que l'atome soit dans un niveau ou dans l'autre est égale à 1,5. Mais c'est une probabilité. La physique quantique nous dit qu'on ne peut déterminer, on ne peut pas savoir à coup sûr si on va détecter l'atome dans un niveau ou un autre. Et vous savez que lorsque vous avez une loi de probabilité 1,5, eh bien, il y a des fluctuations lorsque vous faites des mesures autour de la moyenne. Et ces fluctuations qui sont d'origine quantique, c'est ce qu'on appelle le bruit de projection quantique, qui va donner une incertitude, un signal sur bruit qui va varier en racine du nombre d'atomes. Donc si vous détectez à peu près 1 million d'atomes à la seconde, la racine de 1 million, c'est 1000, et vous avez un signal sur bruit qui est de l'ordre de 1000 fois racine de taux sur S. Il augmente comme la racine du temps. Lorsqu'on met tous ces chiffres ensemble, on voit que l'incertitude relative de cette horloge est de l'ordre de 5-10-12 sur une seconde. Alors c'est déjà un progrès énorme par rapport aux 10-8 des horloges à quartz, mais si on moyenne sur un jour, on atteint une incertitude de l'ordre de 10-14. Alors le nom technique qu'on donne à ces incertitudes, c'est ce qu'on appelle la variance de Allan. Elle varie en taux moins 1,5, mais en fait on ne peut pas augmenter le temps indéfiniment. On s'aperçoit qu'au bout d'un temps de l'ordre de 1 jour, de la journée, 10-5 à 16 secondes, cette variance de Allan atteint un plancher et même remonte, parce qu'à ce moment-là interviennent non plus seulement le bruit statistique de projection quantique, mais des bruits liés à des dérives lentes, difficiles à maîtriser. Par exemple, le fait que le champ magnétique peut varier légèrement, et bien que les raies soient insensibles au premier ordre de champ magnétique, ces variations vont jouer un rôle. Les champs électriques, les collisions entre atomes, etc. Et donc il y a toute une étude qui peut être faite de ces phénomènes. Mais le point essentiel, c'est qu'on arrive à des précisions de l'ordre de 10-14 sur un jour. Et 10-14, c'est la nanoseconde. Un jour, c'est à peu près 10 puissance 5 secondes. Donc ce sont des horloges qui gardent le temps avec une précision de l'ordre du milliardième de seconde sur la journée. 1 milliardième de seconde, c'est la distance que ça correspond à une distance de parcours de la lumière de 30 cm. Et donc ça vous explique pourquoi les systèmes de GPS qui sont basés sur la synchronisation d'horloges tous les jours dans les satellites vous permettent de vous fixer par triangulation sur Terre avec une précision de l'ordre du mètre. Donc progrès énorme de ces horloges. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin? Pour l'instant, je n'ai pas parlé de laser. L'étape suivante, c'est qu'est-ce que les lasers apportent à tout ça? Les lasers permettent de prendre la même horloge à césium et d'allonger par 2 ordres de grandeur le temps d'interaction des atomes avec la radiofréquence. On passe à des horloges dites fontaines. Alors, je vous ai décrit le principe du piégeage des atomes dans un piège magnéto-optique ou dans une mélasse optique à l'aide de lasers contrapropageants. Donc on a un ensemble d'atomes et puis à l'aide d'un laser qui pousse les atomes depuis le bas, on crée une fontaine atomique. Les atomes montent et descendent et donc ils sont interrogés par la radiofréquence à la montée et à la descente. Et comme ils sont très lents, le temps qui sépare la montée et la descente, c'est une fraction de seconde, une demi-seconde à 1 seconde. Et donc on obtient maintenant des franges beaucoup plus fines. Voilà les franges obtenues par l'horloge atomique de l'Observatoire de Paris. Et donc on gagne un facteur qui est essentiellement le facteur lié à l'allongement du temps de Ramsey. Et on passe de 5-10-12 par racine de Hertz à quelque chose comme 5-10-14 par racine de Hertz. Et on arrive maintenant à une incertitude limite de 10-16 secondes par jour, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la nanoseconde, mais on est à la dizaine de picosecondes par jour pour stabilité de ces horloges. Alors, est-ce qu'on peut faire encore mieux à l'aide de lasers d'atomes froids sur des transitions de ce genre? Bien oui, c'est le projet Pharao. Il s'agit de lancer maintenant une horloge atomique dans l'espace, c'est-à-dire bénéficier de l'absence de champ de gravité. À ce moment-là, on n'est pas obligé de faire une fontaine qui est quand même limitée à 30 cm ou à 1 mètre. On peut lancer des atomes horizontalement, des atomes extrêmement lents qui vont se traîner avec une vitesse de l'ordre de quelques centimètres par seconde
donner entre les deux zones de Ramsey un temps Ramsey de l'ordre de 10 secondes. Et en principe, on peut gagner encore un facteur de l'ordre de 10 sur l'incertitude relative. Cette horloge, elle est prête, elle a été construite par le CNES. On l'appelle PHARAO comme acronyme pour projet d'horloge atomique par refroidissement d'atomes en orbite. Elle a été livrée à l'Agence spatiale européenne et elle doit être installée dans la Station spatiale internationale l'année prochaine. Donc, ce qu'on prévoit, c'est une instabilité limite attendue sur un jour de 10-16 à 10-17. Et cette horloge va pouvoir permettre de faire des tests extrêmement fins de relativité générale, de relativité restreinte et d'autres tests de physique fondamentale dans l'espace, en absence de gravité. Donc voilà la limite des horloges micro-ondes, des horloges basées sur une transition autour de 10 GHz. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut passer aux fréquences optiques? Alors je vous remonte le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure. Ces horloges standards à césium, elles fonctionnent dans le domaine des radiofréquences et il est très difficile à l'aide de ces horloges de mesurer les fréquences optiques. Les fréquences optiques sont 5 ordres de grandeur plus élevés et donc pour cela, il faut trouver un dispositif multiplicateur de fréquences qui, partant d'une référence césium, va pouvoir comparer l'harmonique 10 000 ou 100 000 de cette référence initiale à la fréquence finale. Et ceci a été réalisé à l'aide d'expériences qui sont des véritables tours de force et qui peuvent être réalisées uniquement dans des laboratoires de métrologie extrêmement spécialisés, en construisant ce qu'on appelle des chaînes de fréquences, c'est-à-dire des chaînes qui associent des oscillateurs de fréquences de plus en plus élevés, et on compare les fréquences des oscillateurs entre eux, en comparant par exemple l'harmonique 2 d'un oscillateur, du premier oscillateur au second. En général, l'harmonique 2 du premier ne coïncide pas avec la fréquence du second, donc il faut mélanger ces fréquences et mesurer une fréquence de battement plus basse que l'on réfère à un quartz, et ainsi de suite, et pas en montant progressivement, on arrive à mesurer les fréquences. Mais c'est évident qu'on ne peut pas construire une horloge pratique sur ce dispositif. Alors la révolution, ça a été l'avènement des peines de fréquence, qui a considérablement simplifié l'établissement du pont entre les radiofréquences et les fréquences optiques. Un peigne de fréquence, c'est un laser qui délivre un champ optique dont le spectre est constitué de raies séparées par un intervalle régulier qui fournissent une véritable règle de calibration pour la mesure de la fréquence. Et ces peines de fréquence obéissent à des lois de physique qui sont extrêmement simples, des lois de l'optique, et je vais consacrer une partie importante du reste de la leçon à vous en parler. Mais d'abord, quelques mots sur le tour de force dont je vous parlais. Voici le schéma de l'une des dernières chaînes de fréquences qui a été construite dans le Braunschweig au laboratoire de métrologie allemand. En fait, c'est un petit peu... voir cela, c'est un petit peu, je ne dirais pas triste, mais un peu difficile parce qu'il faut penser que des ingénieurs ont passé des années pour arriver à faire fonctionner cette chaîne en 1999, et c'est l'année où les peines de fréquence sont apparues. Et en quelques semaines, tout ce travail s'est trouvé dépassé par quelque chose qu'on pouvait faire sur une table optique, alors que là, il fallait un hangar plein de lasers. Donc il s'agissait de passer de la fréquence de l'horloge à césium à un laser stabilisé sur une raie optique du calcium à 657 nanomètres avec une multiplication de fréquences de l'ordre de 50 000. Mais ça a marché, donc il est important que ça ait marché pour qu'on puisse ensuite comparer les peines de fréquence à ces multiplicateurs à ces chaînes multiplicatrices. Je vous montre ici une autre chaîne multiplicatrice qui a joué un rôle historique très important. C'était la première chaîne qui a été construite au laboratoire au NIST à Boulder, au Colorado. C'est la chaîne qui a permis la définition du mètre et la mesure de la vitesse de la lumière. Je vous avais rappelé dans la première leçon que les premiers lasers avaient des fréquences fixes et qu'en particulier une fréquence du laser hélium-néon coïncidait avec une règle de vibration de la molécule de méthane. Et donc on pouvait stabiliser par absorption saturée ce laser sur la molécule de méthane. Et ensuite, on pouvait mesurer la longueur d'onde du laser à l'aide d'interférométrie Michelson classique, et puis en même temps la fréquence de ce laser à l'aide de cette chaîne multiplicatrice qui était la chaîne de fréquence du laboratoire des standards américains. Et on a obtenu donc pour la fréquence de la transition cette valeur, pour la longueur d'onde de la transition cette valeur, et en multipliant les deux, pour la vitesse de la lumière, cette valeur. La précision était de l'ordre de quelques 10-8, donc ça correspondait à peu près à 0,5 mètres par seconde, et le bureau des poids et mesures a décidé de fixer la vitesse de la lumière à cette valeur, ce qui revient
à définir le mètre comme étant la distance parcourue par la lumière pendant une fraction qui était le 1/299 millième, 792 458e d'une seconde, laquelle était définie par l'horloge à césium. Donc de cette façon-là, le mètre devient une unité secondaire qui est dérivée de la mesure du temps à partir de la fixation de la vitesse de la lumière. Donc voilà pour les chaînes d'horloge. Ce sont des expériences très complexes qui sont possibles seulement dans un petit nombre de labos de métrologie. Alors les choses ont changé complètement avec les peines de fréquence et je vais maintenant passer quelques minutes à vous décrire ce que sont les peines de fréquence. Un peine de fréquence, c'est un laser qui émet un spectre qui est représenté ici, un spectre qui est très large, qui peut s'étendre sur 1 octave ou plus, et qui est constitué de raies séparées par une distance fixe, FR, qui est la fréquence de répétition du peine de fréquence. Et donc, la position des raies de ce spectre est donnée par une formule très simple. La PIM ray est à la fréquence PFR et il y a un offset, F0, qui est lié au fait que si vous étendez ça jusqu'à la fréquence nulle, il n'y a aucune raison qu'une raie du peine corresponde exactement à la fréquence 0. Il y a un offset de fréquence et cet offset a une signification physique. Il faut le contrôler, j'en parlerai dans la suite. Donc, 2 fréquences à déterminer pour définir le peigne. La fréquence de répétition FR qui peut être de l'ordre de quelques gigahertz et qui dépend de la taille de la cavité du laser et l'offset de fréquence. Alors, plusieurs questions se posent auxquelles je vais essayer de répondre. La première question, c'est il faut pour que ce peigne de fréquence fonctionne que les modes soient verrouillés en phase, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de relation aléatoire de phase d'un mode à l'autre, il faut qu'il y ait une relation de phase bien fixe entre les modes. Quel est le mécanisme qui permet ce verrouillage des modes? C'est ce qu'on appelle le mode locking en anglais. Deuxième question, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour étendre ce spectre sur 1 octave optique? On va voir qu'il est important pour faire des mesures et calibrer le spectre qu'on dispose d'un bout du spectre une fréquence et à l'autre bout l'harmonique 2 de cette fréquence. Troisième question, comment est-ce qu'on peut mesurer la valeur absolue? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut calibrer le spectre en mesurant de façon absolue F0 et FR? Et donc il faut référer F0 et FR à l'horloge à césium si on veut faire les choses proprement. Ensuite, comment utiliser ce peigne pour des mesures spectroscopiques? Et ça, c'est donc dans l'optique où on garde l'étalon actuel, mais ensuite on peut se poser une question plus ambitieuse. Est-ce qu'on peut utiliser ce peigne comme un mécanisme d'échappement qui nous permet d'oublier complètement l'horloge à césium et de baser la mesure du temps sur une fréquence atomique optique? Et enfin, vous allez voir que ces peignes ont d'autres utilisations possibles que la métrologie, et en particulier, ça fera l'objet du cours de la leçon 6 de la semaine prochaine. Alors, sur le mécanisme d'opération de ce peigne de fréquence, j'ai représenté ici à gauche des figures que j'ai prises dans un séminaire de Ted Hench. Malheureusement, dans son séminaire, c'était des films, mais sous forme de films, on voit beaucoup mieux ce qui se passe. L'idée est que lorsqu'on augmente le nombre de modes, en fait, dans une cavité, la cavité peut fonctionner soit sur un mode qui est défini dont la fréquence est définie par le nombre de nœuds la fonction d'onde présente entre les deux miroirs, ou par plusieurs modes, à condition d'accepter d'avoir un nombre de nœuds différents. Et donc voici ce qui se passe dans le cas où vous n'avez qu'un seul mode, un laser monomode. Il aussi a une fréquence bien définie, c'est une onde stationnaire qui oscille dans la cavité sur place. Et si l'un des miroirs n'est pas parfait, eh bien une petite partie de cette onde sort et vous avez une onde stationnaire, une onde continue qui s'échappe du laser. Si vous avez 2 modes qui oscillent, ces modes battent entre eux, et le battement fait que dans la sortie, vous avez une bouffée de champ électromagnétique relativement longue, et puis une zone où le champ s'annule, et puis la bouffée reprend. Et puis, ainsi de suite, si vous augmentez le nombre de modes, vous passez à 4, 5, 6 modes, vous avez des bouffées qui sont de plus en plus réduites dans le temps et de plus en plus espacées les unes des autres. Et si vous avez un nombre gigantesque de modes, vous arrivez à la situation que je décris ici. En fait, cet ensemble de modes forme un petit paquet d'ondes, beaucoup plus petit que la taille du laser, qui va et vient entre les miroirs. Et il va et vient entre les miroirs, et chaque fois qu'il arrive au miroir de sortie, une petite partie de ce faisceau s'échappe, et vous avez donc une succession d'impulsions séparées par 2 ailes. Ce serait 2 ailes si l'indice de réfraction était égal à 1 dans la cavité. En fait, c'est 2 ailes NI ou NI et l'indice de réfraction qui dépend de l'intensité à l'intérieur de la cavité laser. Et vous avez donc une succession de modes qui s'échappent de la cavité. La distance qui sépare les deux impulsions, c'est l'inverse de la fréquence de répétition. C'est 2 ln sur c, où n est l'indice.
Si vous voulez voir de plus près ce qui se passe à l'intérieur d'un de ces pulses, donc j'étale le temps, si vous avez un très grand nombre de modes, eh bien chacun de ces pulses a une largeur qui est égale, temporelle, qui est égale à la fréquence de répétition divisée par le nombre de modes. Et si ce nombre de modes est énorme, TR sur n est tout petit. Et on arrive à faire donc des impulsions. Dire que le pen s'étale sur un octave, c'est dire que dans l'espace de Fourier réciproque, chacun des pulses a un nombre d'oscillations du champ qui est de quelques unités seulement. Et vous voyez qu'il y a deux paramètres qui sont importants. Il y a l'enveloppe du pulse, et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a la porteuse. Et vous voyez qu'il est important de savoir quelle est la différence, quel est le déphasage entre la porteuse et l'enveloppe. Ce déphasage entre la porteuse et l'enveloppe des pulses varie. Si vous avez un déphasage, ce déphasage va varier linéairement d'un pulse au suivant. Et en fait, ce déphasage, il est lié à la différence entre la vitesse de phase et la vitesse de groupe. Il est clair que l'enveloppe se déplace à l'intérieur du laser à la vitesse de groupe, alors que la porteuse à l'intérieur se déplace à la vitesse de phase. Si ces deux vitesses sont différentes, d'un pulse au suivant, lorsque le temps va augmenter de TR, le décalage entre les deux va se manifester. Vous allez avoir un glissement dans les pulses entre la porteuse et l'enveloppe. Et ce glissement, il est lié à F0. En fait, il y a une relation très simple entre la vitesse de glissement et F0. Et donc, en contrôlant F0, on contrôle la vitesse de glissement. Alors, pour voir également ce qui se passe, simple opération de transformation de Fourier. Voilà le pulse. Donc, vous avez une somme d'impulsions qui se translatent les unes par rapport aux autres de TR. Et la transformée de Fourier, c'est simplement ça, et vous multipliez par la puissance I oméga t, et on tient compte du fait qu'il y a un décalage de phase qui est proportionnel au temps, donc on rajoute P delta phi pi ici. Cette expression-là, on peut la modifier très simplement en changeant de variable. Vous remplacez T plus PTR par T' ou par T, et vous avez maintenant une expression qui fait apparaître une enveloppe qui est simplement la transformée de Fourier d'un pulse. Comme le pulse est très court, sa transformée de Fourier est très large, donc vous avez l'enveloppe du spectre qui a une largeur 1 sur delta t, c'est-à-dire n fois fr, c'est-à-dire c'est l'espacement entre les peignes multiplié par le nombre de dents du peigne. Et puis vous avez cette enveloppe, elle multiplie cette fonction qui est une somme d'oscillations aux fréquences multiples les unes des autres. Et il est clair que cette somme-là ne va devenir non nulle que si delta phi pi e moins oméga tr est un multiple de 2pi. À ce moment-là, toutes les oscillations reviennent en phase et s'ajoutent de façon constructive. Cette équation-là se résout immédiatement, et ce que l'on voit, c'est que F0, oméga t moins delta phi pi e étant égal à 2kpi, vous définissez la fréquence qui est oméga k sur 2pi, qui est égal à un multiple de fr, ça, on s'y attendait, plus un petit décalage qui n'est rien d'autre que le glissement de phase divisé par 2pi entre deux pulses successifs. Et donc F0, c'est simplement une fraction de c'est fr que multiplie cette fraction delta phi pe sur 2pi. Et je vous rappelle que donc delta phi pe et f0 sont liés à la variation de la vitesse au fait que la vitesse de groupe et la vitesse de phase sont différentes. Je vous rappelle que la vitesse de phase, c'est simplement c sur n qui dépend de l'intensité, et que la vitesse de groupe a une forme plus compliquée. Elle dépend de l'indice et également de la dérivée de l'indice par rapport à la fréquence, également dépendant de l'intensité. Et vous voyez qu'on dispose en fait de deux paramètres pour fixer delta phi pe, qui est la longueur de la cavité et l'intensité du laser, qui va fixer la relation qui existe entre n et dn sur d oméga. Et en jouant sur ces deux paramètres, on peut fixer à la fois la fréquence de répétition et l'offset du peigne. Alors, ici, un texte que je ne vous demande pas de lire aujourd'hui, mais qui donne le principe du verrouillage des modes. Comment est-ce qu'on s'arrange pour que les modes aient tous la même phase et que le peigne fonctionne comme je l'ai indiqué? Mais ce verrouillage des modes est lié au caractère non linéaire du milieu amplificateur, et les modes sont en compétition pour extraire de l'énergie du gain de milieu amplificateur. Et cette compétition, qui est une compétition non linéaire, favorise dans certains cas la coopération des modes pour qu'ils se mettent tous en phase. Et je veux simplement vous donner le principe de ce qu'on appelle la méthode KLM, c'est le Kerr-Lenz mode locking. Elle consiste à réaliser le fait que lorsqu'un laser se propage dans un milieu non linéaire, il y a un effet d'autofocalisation de la lumière laser. Pourquoi? Parce que l'indice n
dépend de l'intensité. Si le laser a un profil gaussien, eh bien, l'intensité va être plus forte au centre que sur les bords, et donc ça va créer un effet de lentille qui va avoir tendance à focaliser la lumière en certains points. Si on installe à cet endroit-là un diaphragme à l'intérieur de la cavité laser, ce diaphragme va avoir tendance à couper davantage. Lorsque l'intensité du laser est faible, il va y avoir moins de focalisation, et donc plus de la lumière va être coupée par le diaphragme. Par contre, si les modes sont bien verrouillés en phase, ils vont tous passer à l'intérieur du diaphragme. Et donc c'est un système passif qui a comme caractéristique de favoriser la mise en oscillation cohérente de tous les modes. C'est ce qu'on appelle une méthode de mode locking passif qui fonctionne très bien et qui permet donc de verrouiller en phase des dizaines de milliers de modes à l'intérieur de cette cavité. J'ai fait une remarque à la fin. En fait, le mode locking, c'est une très vieille histoire. En mécanique, le premier qui a réalisé qu'il y avait du mode locking entre oscillateurs, c'est Huygens. On revient donc à la vieille histoire de la mesure du temps. L'histoire raconte qu'il était malade et que face à son lit, il y avait 2 pendules accrochées au mur. Et il s'est rendu compte qu'au bout de certains temps, les pendules qui étaient lancées avec des phases différentes avaient tendance à se mettre en phase et à osciller ensemble. Et il a écrit une lettre à son père dans laquelle il décrit ce phénomène qui était le phénomène de mode locking. Il y a des effets, le couplage des pendules accrochées au mur par l'intermédiaire des vibrations du mur introduit un couplage non linéaire entre les 2 oscillateurs qui les met en phase. Mais là, c'était le mode locking de deux modes. Ici, nous parlons du mode locking d'un nombre gigantesque de modes. Autre remarque. En général, ces lasers qui sont des lasers dits de titane-saphir, il y a un milieu amplificateur qui a un très large gain, mais ce large gain ne couvre pas un octave. Donc ils oscillent sur quelques dizaines, peut-être des milliers de modes, mais pas sur un octave qui correspond à des centaines de milliers de modes. Alors comment est-ce qu'on étend le spectre de fréquence? Eh bien, on l'étend en faisant passer les impulsions dans un long milieu diélectrique non linéaire, une fibre optique. On fait passer le système interne d'une fibre optique. Et ce qui se passe, c'est que l'avant du pulse modifie l'indice d'une quantité qui dépend de l'intensité, et cet indice modifié va déphaser le reste du pulse d'une quantité qui dépend de l'intensité. Donc on a une modulation de phase qui dépend de l'intensité du laser. Et moduler la phase, ça s'exprime par le fait qu'au fur et à mesure que le pulse se propage, il y a ce qu'on appelle en anglais un chirping, un étalement de la phase, c'est-à-dire un changement de la fréquence du pulse, ce qui se traduit dans le spectre des fréquences par un étalement en fréquence. Une autre façon de voir le même phénomène, c'est de dire que les effets non linéaires génèrent par battement des modes supplémentaires. C'est-à-dire que 2 modes peuvent battre entre eux et donner des modes supplémentaires qui tous vont être séparés. Le point essentiel, c'est que tous ces modes sont séparés d'un multiple de cette fréquence de répétition FR. Et l'effet est d'autant plus important que la propagation dans le milieu diélectrique est plus longue. Et donc vous voyez ici un laser qui est à l'origine bleu, qui traverse plusieurs dizaines de centimètres de fibres. Ici, vous avez un réseau qui étale la lumière, et vous voyez que le laser maintenant est carrément de la lumière blanche. À basse résolution, le spectre de ce laser rappelle le spectre de la lumière solaire. Et pour augmenter l'effet de non-linéarité, on utilise des fibres structurées, c'est-à-dire des fibres dans lesquelles il y a des trous en nid d'abeille. À ce moment-là, la variation d'indice est encore beaucoup plus marquée, et ces fibres sont assez faciles à faire. Vous prenez des tubes, vous fabriquez un faisceau de tubes en attachant les tubes les uns aux autres sur un réseau hexagonal, et puis vous chauffez la fibre en l'étirant, et donc ces tubes qui ont un diamètre macroscopique deviennent de plus en plus fins et prennent un diamètre de plus en plus petit, de l'ordre de la longueur d'onde, même au-dessous de la longueur d'onde optique, et c'est comme ça qu'on obtient ces fibres structurées qui possèdent un indice non linéaire très important. Et donc voilà, le spectre étalé s'étend maintenant sur plus d'1 octave, et il ressemble à basse résolution à celui de la lumière blanche du Soleil. Donc, si on le regarde à beaucoup plus grande résolution, voilà ce qu'on obtient. Et donc, le problème, ça consiste à calibrer, parce que pour l'instant, on a une règle qui n'est pas calibrée. Il faut la calibrer de façon à pouvoir faire des mesures avec. Et donc, je vais passer maintenant quelques minutes à vous parler de la calibration de ce fil, de ce peigne. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est remarquer la chose suivante. Si vous prenez, pour mesurer F0, si vous prenez une dent du peigne dans la partie infrarouge,
vous allez avoir, il va être à la fréquence KFR plus F0. Si vous doublez à l'aide d'un cristal doubleur de fréquence, vous allez obtenir 2 KFR plus 2 F0. Et puis si vous regardez maintenant l'harmonique 2 dans l'autre partie du spectre, ça va être 2 KFR plus F0, puisque l'offset est le même dans tout le spectre. Et vous voyez maintenant que si vous faites la différence entre ces deux fréquences, vous obtenez directement F0. Donc F0 est obtenu en faisant battre une dent du peigne avec la dent harmonique. On obtient directement F0. Comment obtenir FR? FR, c'est encore plus facile. Il y a deux façons. Ou bien vous faites battre deux dents du peigne voisin et ça vous donne FR, ou bien tout simplement vous mesurez le taux de répétition à l'aide d'une diode, vous comptez le taux de répétition des pulses. Et vous avez FR. Donc FR et F0 sont mesurés. Maintenant, il ne suffit pas pour les mesurer, il faut évidemment disposer d'une horloge. Et pour une expérience de spectroscopie, l'horloge dont on dispose, c'est l'horloge à césium. Donc je vous montre maintenant le schéma de principe d'un spectroscope à peine de fréquence qui se trouve être donc calibré, qui se trouve être verrouillé sur l'horloge à césium. Donc on part d'un laser titane saphir à mode bloqué KLM, et sa sortie, eh bien, à l'aide d'une photodiode, on commence par compter le taux de répétition des trains de pulse, et on l'asservit pour qu'il soit égal à une valeur qui est donnée par l'horloge à césium. Donc on a maintenant un taux FR qui est parfaitement défini et asservi à l'horloge à césium. Cet asservissement, on le règle simplement en asservissant la longueur du laser. Vous savez que le taux de répétition dépend du temps que l'atome met à faire un aller-retour, donc de la longueur du laser. Et puis, le reste du pulse, ça c'est une lame semi-réfléchissante, on l'envoie à travers la fibre microstructurée, et ici vous avez la sortie. Donc là, vous avez le peigne de fréquence qui va vous servir. Mais il reste à mesurer F0. Alors pour mesurer F0, on envoie une partie du signal dans un interféromètre de style Mach-Zehnder. À l'entrée de cet interféromètre, on dispose d'une lame dichroïque, c'est-à-dire une lame qui sépare les longueurs d'onde, et on sépare la longueur d'onde nue, qui correspond à cette valeur-là, et la longueur d'onde 2 nue qui se trouve ici. La longueur d'onde, l'onde à la fréquence nue est envoyée dans un doubleur de fréquence, donc on obtient 2 nus ici, et on compare le 2 nu qui est ici au 2 nu qui est ici, et sur la photodiode, on a une fréquence de battement qui est exactement F0. Et cette fréquence F0, eh bien, on l'asservit à l'aide de l'horloge à césium, et on asservit le laser titane saphir pour qu'il conserve à F0 sa valeur, c'est-à-dire que, tout simplement en modifiant par exemple l'intensité du laser pour que le jeu des indices et des variations d'indices avec la fréquence fasse que la dérive de phase corresponde exactement à la valeur F0 qu'on a choisie. Donc voilà le principe de fonctionnement d'un peigne de fréquence pour des expériences de haute résolution. Et alors comment est-ce qu'on mesure la fréquence d'une transition optique? Eh bien, d'abord, il faut un laser ultra stable, un laser qui a une largeur de l'ordre du Hertz, et je vous ai dit qu'on pouvait le faire en asservissant sur une cavité. On dispose d'un modulateur acousto-optique pour balayer la fréquence de ce laser, et on divise ce faisceau laser en deux. Une première partie est envoyée sur l'atome que l'on veut mesurer, par exemple de l'hydrogène, et on asservit avec ce premier faisceau le laser à la fréquence de la transition qu'on cherche à mesurer. Et puis la deuxième partie du faisceau, on l'envoie sur le peigne de fréquence qui est verrouillé sur l'horloge à césium, et on compare la fréquence du laser à l'une des dents du peigne parfaitement identifiée. Le battement donne la fréquence que l'on cherche. Donc voilà comment ça fonctionne. Et vous voyez, tout ça, ça tient sur une table optique, on n'a pas besoin d'un hangar de laser, et surtout, tout ça fonctionne pour n'importe quelle transition, alors qu'une chaîne de fréquence était adaptée à mesurer une transition particulière. Mais alors on peut aller maintenant plus loin, plus ambitieux. On va s'apercevoir que si on asservit le laser à une fréquence optique, on a potentiellement une stabilité, une incertitude beaucoup plus faible que la fréquence micro-ondes, tout simplement parce que la fréquence est beaucoup plus grande. Donc on veut s'affranchir complètement du laser de l'horloge à césium. Et donc maintenant, on va retourner le problème. Au lieu d'utiliser le peigne de fréquence comme un multiplicateur de fréquence qui permet de multiplier la fréquence de l'horloge à césium pour atteindre une fréquence optique, on va s'en servir comme un diviseur de fréquence qui part de la fréquence optique qui, elle, est la fréquence primordiale, pour la diviser et la rendre comptable, c'est-à-dire on va utiliser le peigne des fréquences comme un mécanisme d'échappement d'une horloge optique.
Alors le principe maintenant, donc on n'a plus d'horloge à césium. Ce qu'on a, c'est un oscillateur optique, et je vous en parlerai dans un instant. Cet oscillateur optique, on l'interroge à l'aide d'un laser ultra stable sur une fréquence très très fine, et on se sert du signal atomique pour asservir le laser ultra stable à la fréquence de l'atome. Donc on a un laser asservi à la fréquence de l'atome. À côté de ça, on a notre peigne de fréquence, et la question, c'est relier les deux. Maintenant, il faut asservir le peigne de fréquence à la fréquence atomique. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On a besoin de 3 asservissements, on va avoir 3 photodiodes, et on a besoin de boucles de verrou de phase, c'est-à-dire de mécanismes d'asservissement qui asservissent la phase d'un oscillateur à celle d'un autre. Première chose que l'on peut faire, c'est mesurer le battement entre 2 dents du peigne successif. On mesure FR. FR tombe dans le domaine des gigahertz. Pour être dans un domaine qui est plus favorable à l'électronique, on peut utiliser un diviseur de fréquence et donc déterminer FR sur 100. FR sur 100, c'est quelques mégahertz. Ce sont des fréquences qui sont compatibles avec les horloges à quartz et avec toute l'électronique standard. Donc on construit comme ça le FR sur 100 de ce peigne de fréquence, mais il est complètement flottant. Pour l'instant, il n'est pas relié au standard de fréquence. Il faut également mesurer F0. Alors pour mesurer F0, on refait l'opération de tout à l'heure. On prend une dent dans la partie infrarouge, on prend la dent harmonique 2, on les fait battre sur une autre photodiode et on détermine F0. F0 est également complètement flottant. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on va relier F0 à FR. On va s'arranger pour que F0 soit une fraction de FR sur 100, soit égal à Q FR sur 100, où Q est un entier qu'on peut choisir arbitrairement. Et une fois qu'on a choisi cet entier, pour le maintenir à cette valeur, eh bien simplement, on utilise un asservissement qui force le peigne de fréquence à donner à F0 la valeur Q FR sur 100. Et maintenant, donc, on n'a plus qu'une seule variable. L'oscillateur est flottant, mais FR et F0 sont reliés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut évidemment se servir d'une chose qu'on n'a pas encore utilisée, ce qui est notre laser ultra stable. Donc, la troisième étape, c'est qu'on prend une dent du peigne et on la fait battre avec la sortie du laser ultra stable et on obtient une fréquence de battement qui est la différence entre F atome et MFR plus F0. Et cette différence-là, on l'asservit pour qu'elle soit égale à un autre sous-multiple PFR sur 100. Et on l'asservit cela, et on a donc maintenant un laser ultrastable avec 2 relations qui montrent de façon évidente que FR est égal à F atome divisé par M, l'ordre d'interférence du peigne, plus P plus Q sur 100. Donc on a maintenant asservi notre peigne de fréquence à la fréquence atomique de référence, et on en a même fait un sous-multiple de la fréquence atomique de référence, qui n'est pas un sous-multiple entier. Mais on pourrait même en faire un sous-multiple entier, il suffit de choisir P et Q pour que P plus Q soit égal à 0. Si on fait ça, eh bien on va avoir maintenant un peigne qui va donner une fréquence qui est un sous-multiple exact de la fréquence de référence de l'horloge optique. Alors il y a 2 types d'horloges, et je vais terminer rapidement par leur description. Un premier type d'horloge, ce sont les horloges à ions. C'est-à-dire c'est une horloge dans laquelle on prend un seul ion, piégé, et on utilise une transition optique de cet ion dont l'état excité a une très longue durée de vie, un état métastable, une transition fortement interdite, de façon à ce qu'elle soit extrêmement fine et qu'elle définisse la fréquence avec une très grande précision. Historiquement, la première horloge à ions qui a été construite est une horloge à ions de mercure. Et voilà la transition typique. Vous avez la transition d'horloge, c'est la transition entre l'état 1S1,5 et 2D 5,5. C'est une transition fortement interdite qui tombe dans l'ultraviolet à 282 nanomètres. Et on utilise une deuxième transition qui est beaucoup plus forte, à 194 nanomètres, qui sert au pompage et à la détection. On s'arrange pour pomper l'ion sur une transition fermée pour qu'il échange avec un taux très rapide des photons sur cette transition. Ça sert d'une part à refroidir l'ion dans l'état fondamental du piège et d'autre part à détecter l'ion par la lumière de fluorescence qu'il émet. Je n'insiste pas là-dessus parce que ça fait partie du cours de la semaine dernière. Et vous voyez, l'ensemble est placé dans un piège de pôle avec les électrodes, et vous voyez ici l'image qui montre un seul ion de mercure dans ce piège. Et donc c'est l'interrogation de cet ion qui va nous fournir la fréquence d'horloge. Alors on opère de façon séquentielle dans le temps. Pendant un certain temps, on part avec l'ion dans l'état fondamental, on applique pendant un certain temps la fréquence laser pour le porter dans l'état D. S'il est porté dans l'état D, ça interrompt la fluorescence sur la transition
intense, et donc on fait une mesure par spectroscopie de sauts quantiques. On regarde quelle est la fréquence des sauts quantiques en fonction de la fréquence de balayage du laser ultrafin, et on peut ainsi déterminer la fréquence centrale de l'horloge. Et ensuite, dans les étapes suivantes, ce sont les étapes, on utilise ce signal pour asservir le laser, lequel est asservi aux peines de fréquence, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'on obtient une instabilité relative maintenant de 7-10-15 par racine de Hertz, ce qui est un facteur de l'ordre de 10 de mieux que ce que donnaient les horloges à césium à atomes froids, Fontaine. Je vous donne ici la référence. Donc ça ce sont des expériences qui ont été faites immédiatement après, 1 ou 2 ans après l'avènement des premiers peines de fréquence. Alors depuis, les choses se sont perfectionnées et le groupe, je parle là des travaux faits au Nice dans le groupe de Dave Wineland à Boulder, ils se sont rendus compte qu'un bon candidat pour une horloge à ion, c'était l'ion-aluminium. L'ion-aluminium, il a comme avantage une raie d'horloge très fine, plusieurs secondes, 20 secondes de durée de vie, et il se trouve qu'elle est très peu sensible. L'état fondamental est un état J égale 0, elle est très peu sensible au champ magnétique et très peu sensible au champ électrique. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de transition commode de refroidissement et de lecture. La transition qui a une forte force oscillateur tombe trop loin dans l'ultraviolet et on ne peut pas refroidir l'ion correctement. L'astuce qu'ils ont utilisée, c'est d'utiliser en tandem l'aluminium avec un deuxième ion, soit du beryllium, soit du magnésium. Ce deuxième ion sert à la fois à refroidir par sympathie l'ion d'aluminium. Si vous mettez les deux ions dans le piège, ils oscillent ensemble dans le piège. Vous pouvez utiliser des lasers pour refroidir l'ion de beryllium et par collision, par interaction de Coulomb, l'ion d'aluminium est refroidi. Et de façon encore plus importante, vous pouvez fabriquer une porte quantique qui transfère l'état de l'ion d'aluminium sur l'état de l'ion beryllium, parce que l'ion de beryllium peut être mesuré par saut quantique, puisqu'on a une transition qui est fortement permise, qui permet de le faire. Et donc, c'est l'utilisation de la logique quantique à l'intérieur des horloges atomiques que je vous décris là. Et en fait, les collègues de Dave Wineland, quand ils veulent un peu se moquer gentiment de lui, lui disent que c'est la seule utilisation pratique de l'information quantique à ce jour. C'est l'utilisation d'une porte quantique pour fabriquer une horloge extrêmement précise. Alors, je vous donne ici le principe de fonctionnement. Voilà la transition d'horloge de l'ion beryllium, de l'ion aluminium plutôt. Et ici, vous avez l'ion beryllium. L'ion beryllium, son qubit, c'est deux états fondamentaux de structure hyperfine, F égale 1 et F égale 2. Et pour manipuler cet ion, il faut faire des transitions Raman, c'est-à-dire qu'il faut utiliser deux lasers dont la différence de fréquence correspond à cette transition. Et comment est-ce qu'on fait parler un ion avec l'autre? Eh bien, on excite. Vous voyez, par exemple, si on veut copier l'état 1S0 sur un état de l'ion de beryllium, ce qu'on fait, c'est qu'on excite la transition qui va de 1S0 à l'état 3P1 d'aluminium. C'est une transition qui n'est pas la transition d'horloge, qui est à une fréquence légèrement différente, et on excite sur la bande latérale bleue de façon à non seulement exciter l'état 3P1 d'aluminium, mais introduire un quantum de vibration collectif pour le beryllium et l'aluminium. Une fois qu'on a effectué ça, on fait un pulse pi, donc qui excite de façon collective cette transition, ce mode de vibration. Eh bien, vous voyez qu'à ce moment-là, on peut, par transition Raman, partir de l'état F égale 2, n égale 1, pour arriver à l'état F égale 1, n égale 0. Cette fois-ci, on effectue une excitation sur la bande latérale rouge de la transition Raman qui permet de passer de F égale 2 à F égale 1. Et le résultat de toutes ces opérations, c'est que si l'ion d'aluminium se trouve dans l'état 1S0, eh bien, on a transféré le beryllium à F égale 1, et comme on étudie la fluorescence de l'ion beryllium sur la transition qui part de F égale 2, eh bien, il n'y a pas de photons diffusés par l'ion beryllium. Par contre, si on est passé de l'état 1S0 à l'état 3P1, eh bien, on a excité l'état, on est passé de F égale 1 à F égale 2, et l'ion de beryllium émet des photons de fluorescence. Donc, vous voyez que l'ion de beryllium sert de lecteur par l'intermédiaire de cette porte quantique de la transition. Et la transition, c'est simplement, on va avoir les atomes dans l'état 1S0 si la transition d'horloge ne marche pas, mais si vous êtes à la fréquence d'horloge, vous portez les atomes d'aluminium de 1S0 à l'état 3P0 et la fluorescence de l'ion beryllium s'éteint. Voilà donc les signaux
qui montre bien la résolution. Ça, c'est un histogramme qui montre le nombre de comptages dans une période de temps donnée si l'ion aluminium est dans l'état de base de la transition d'horloge, pas de photons de fluorescence, et si l'aluminium est dans l'état excité de la transition d'horloge, l'ion beryllium fluoresce. En faisant varier le temps d'interaction de la transition d'horloge, on voit les oscillations de Rabi sur la transition d'horloge détectées sur l'ion de beryllium. Et puis, on peut ensuite interroger en faisant varier la fréquence et mesurer la raie de transition d'aluminium observée sur la fluorescence de l'ion de beryllium avec une largeur de 8 Hz. Et lorsque on compare cela, on prend comme référence l'horloge de césium, on compte la mesure de l'aluminium, la fréquence d'aluminium, ce sont des pétahertz, c'est de l'ordre de 10 puissance 15 Hz mesuré à 6 Hz près. Alors c'est 6-10-15, c'est pas très bon, et c'est pas très bon parce qu'en fait c'est l'horloge à césium qui n'est pas meilleure que ça, donc il n'y a pas moyen de savoir quelle est la précision de cette horloge. Pour tester la stabilité de cette horloge, il faut la comparer à une deuxième horloge du même type. L'horloge à césium n'est plus assez bonne. Et cette comparaison a été faite, je passe les détails ici, c'est écrit dans le texte. On a deux horloges à ion aluminium, l'une de façon à éviter les erreurs, à éviter les erreurs systématiques et à montrer la généralité de la méthode. Dans un cas, l'ion aluminium est lu par un ion magnésium et dans l'autre cas, il est lu par un ion beryllium. La source du laser qui excite les deux transitions d'horloge, c'est un laser à fibre infrarouge. On multiplie sa fréquence par 2, donc on tombe dans le visible et on stabilise le laser sur une cavité ultra stable. Et puis on multiplie à nouveau la fréquence par 2 pour arriver aux 260 quelques nanomètres qui correspondent à la transition d'aluminium. Et on envoie une partie sur ce laser, une partie sur celui-là. On a des modulateurs acousto-optiques qui permettent de balayer indépendamment les fréquences d'excitation des deux lasers. Et finalement, la différence de fréquence des deux lasers se révèle être le battement, la différence de fréquence entre ces deux modulateurs acousto-optiques qu'on étudie en fonction du temps. Et lorsqu'on fait ça, on s'aperçoit que l'incertitude relative est maintenant de l'ordre de 3-10-15 par seconde, alors qu'on n'a qu'un seul ion. On interroge un seul ion sur un temps de l'ordre de la seconde et on atteint une précision de l'ordre de 3-10-15. Si on moyenne sur une journée, on atteint à une limite de l'ordre de 10-17, et si vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure, c'est à peu près 10 fois mieux que la meilleure horloge Fontaine à césium. On a donc gagné un facteur 10. Et vous voyez que le fait qu'on compare deux horloges identiques permet de faire une expérience très amusante et très intéressante qui consiste à déplacer une des horloges par rapport à l'autre simplement en la montant dans le champ de gravitation terrestre. On met une des horloges sur un cric et on le monte légèrement. Et on va observer à cette précision-là le fait que le temps s'écoule différemment dans un champ de gravitation différent. On a le fameux effet de relativité générale, la variation relative de temps de fréquence delta nu sur nu est égale à G delta Z sur C2, où G est l'accélération de la gravité sur Terre. Cet effet est de l'ordre de 3-10-17 pour 30 cm. Donc ils ont vérifié que deux horloges à 30 cm de différence donnent, moyennée sur une différence caractéristique de temps. Vous voyez, ils l'ont présenté d'une façon un petit peu amusante. Ils mesurent 4, plus ou moins 1,6 10-17, ce qui traduit en hauteur, dit 37 cm plus ou moins 15. Donc en fait, ils envisagent ça comme un altimètre. Comment une horloge peut permettre de mesurer une différence de hauteur dans le champ de gravitation avec une précision de l'ordre de 15 cm dans le champ de gravitation terrestre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces horloges? Elles sont très bonnes, mais il y a encore quand même un petit défaut. Comparons la performance de cette horloge à aluminium avec celle d'une horloge Fontaine à césium. L'horloge à aluminium a un facteur de qualité nu sur delta nu de 10 puissance 14. C'est le rapport entre la largeur de raie, entre la fréquence, qui est de l'ordre de 10 puissance 15, et la largeur de raie, qui est de l'ordre de 10 Hz. Une horloge à césium, elle a un facteur de qualité de 10 puissance 10. Donc, on gagne 4 ordres de grandeur sur la précision avec laquelle on peut pointer la fréquence en valeur relative. Comment ça se fait qu'on ne gagne qu'un seul ordre de grandeur sur la précision de l'horloge? Eh bien, la différence, c'est une question de rapport signal sur bruit. Ici, on n'a qu'un seul ion qu'on interroge une fois par seconde. Dans les horloges à césium, on a 1 million d'ions qu'on interroge une fois par seconde. Et donc, on gagne un facteur racine de 1 million qui est 1000. Autrement dit, on perd un facteur 10 puissance 4 dans l'horloge à césium, mais on regagne un facteur 1000 par le rapport signal sur bruit. Donc, finalement, l'horloge à ion unique ne gagne qu'un facteur 10.
Je dis tout ça très facilement, mais ce facteur 10, ça a été 15 ans d'effort. Alors comment est-ce qu'on peut faire mieux? L'idée de faire mieux, c'est d'utiliser des oscillateurs collectifs, ne pas mettre un seul ion, mais en mettre plusieurs, pas mettre un seul atome, en mettre beaucoup. On ne peut pas mettre plusieurs ions, parce que si vous mettez les ions dans le même piège, ils vont se perturber mutuellement, et les fréquences d'oscillation des ions ne seront plus définies avec une précision suffisante. Par contre, on peut prendre des atomes neutres et les placer dans un réseau optique en les séparant de plusieurs microns les uns des autres. Donc ils sont indépendants les uns des autres, ils sont chacun piégés dans leur puits. On peut les mettre dans l'état fondamental du puits. Il existe sur les atomes neutres des transitions interdites de très grande durée de vie et de très faible largeur. Et donc ces expériences se développent maintenant dans de nombreux laboratoires, à Paris, à Boulder, en Allemagne, à Tokyo, en utilisant en général des atomes à électrons externes comme le strontium, l'ytterbium, qui possèdent des transitions d'horloge de facteurs de qualité 10 puissance 14, 10 puissance 15. Alors le problème, qui a pendant longtemps a fait penser que ce serait difficile à faire, c'est que les ions piégés subissent des déplacements de niveau d'énergie par le fait même que le piège fonctionne sur la force dipolaire. Et la force dipolaire dans l'état fondamental n'a aucune raison d'être égale à la force dipolaire dans l'état excité. Autrement dit, la raideur du puits de potentiel lorsque l'atome est dans l'état de base et dans l'atome excité est différente, et surtout de façon dramatique pour une horloge, elle dépend de l'intensité des lasers. Donc, en fait, il va y avoir une incertitude systématique qui est liée à l'intensité. Il va falloir spécifier dans quelle intensité le laser fonctionne. Et un physicien japonais, Katori, a eu l'idée très intéressante d'utiliser une longueur d'onde magique. Il existe une longueur d'onde dans laquelle les polarisabilités de l'état fondamental et de l'état excité se croisent. Et pour cette longueur d'onde magique, la profondeur du puits de potentiel dans l'état fondamental et l'état excité, la forme du puits de potentiel est la même. Et donc, en se mettant à cette longueur d'onde magique, eh bien, on peut fabriquer donc, des systèmes dans lesquels la transition entre l'état fondamental et l'état excité ne dépend plus de l'intensité du laser. Et donc, on a commencé à fabriquer des horloges sur des transitions interdites, dont je ne vais pas détailler ici, qui fonctionnent comme les horloges à ions, mais avec 1000 atomes, 10 000 atomes au lieu d'un seul ion. Et voici ici simplement le diagramme qui montre qu'il y a beaucoup de champs, beaucoup de valeurs de la longueur d'onde. Alors il faut bien préciser, ce qu'on fait varier, c'est la longueur d'onde du laser piégeant. Et cette longueur d'onde, on en dispose librement parce que ce sont des pièges qui sont fortement désaccordés vers le rouge. Et donc, on peut choisir la longueur d'onde avec laquelle on va piéger les atomes. Donc, il faut, bon, c'est encore toujours la même complication, il faut refroidir les atomes, il faut trouver une transition d'horloge, il faut trouver une transition de lecture. Mais tout ça, ce sont des problèmes analogues à ceux que j'ai traités sur les ions. Il faut également comparer deux horloges entre elles parce qu'il n'y a pas moyen de se référer à une horloge à césium. Voici la comparaison de deux horloges à ytterbium qui a été réalisée l'année dernière. Le type de largeur de raie, je ne rentre pas dans les détails, la fréquence est de 518 THz à 0,7 Hz près, et il compare les horloges en fonction du temps en racine de t, et on voit effectivement que l'incertitude relative diminue en racine de t avec une pente qui est maintenant de 3,2 10-16 par racine de Hertz, c'est-à-dire qu'au bout d'une journée, l'instabilité sur un jour est maintenant devenue 10-18 secondes. Autrement dit, ils ont gagné encore un facteur 10, qui est essentiellement la racine du nombre d'atomes, en fait un peu moins que la racine du nombre d'atomes, parce que je crois qu'ils avaient quelques milliers d'atomes dans leur système. Donc on a gagné un ordre de grandeur sur l'horloge aluminium, plus, parce qu'on a 1000 atomes au lieu d'un seul. Alors je voudrais d'abord vous remettre en tête un ordre de grandeur. Avant l'avènement des lasers et des horloges atomiques, la meilleure précision était 10-8, 10-9, maintenant elle est 10-18. Donc on a gagné, c'est ce que je vous disais la première leçon, 9 à 10 ordres de grandeur sur la mesure du temps, alors qu'on n'en avait gagné que 5 ou 6 pendant les 6 siècles précédents. Et ça, c'est in fine dû au laser. Voici comment a varié la précision des horloges atomiques. Les horloges à césium, c'est essentiellement un gain progressif qui est dû au refroidissement des atomes. Les horloges optiques, ce sont les peines de fréquence. En vert, vous avez les horloges à ions, et en rouge, les horloges à atomes neutres, et voilà l'atome d'ytterbium dont je viens de vous parler. Donc les meilleures horloges optiques ont une incertitude qui surpasse de 2 ordres de grandeur la meilleure horloge terrestre à césium. La précision actuelle correspond à une déviation de moins de 1 seconde sur l'âge de l'univers. Et le décalage gravitationnel associé à une différence de hauteur de 1 cm, maintenant, puisqu'on a gagné un facteur, disons 2 ou 3 cm, devient
devient observable. Alors, je vais simplement... Les applications, ça donne un peu le vertige, tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Je vais vous donner simplement une application. On commence à se poser une question sur la constance des constantes fondamentales. On dispose maintenant de mesures de temps tellement précises qu'on peut mesurer avec précision une éventuelle dérive des constantes fondamentales de la physique. Le problème est très simple, c'est quel est le rapport. On dispose maintenant d'horloges atomiques qui fonctionnent sur différentes transitions. Quel est le rapport entre les fréquences de deux horloges atomiques? Une horloge atomique qui fonctionne A, qui fonctionne sur cette transition-là, et une horloge B qui fonctionne sur une autre transition. A priori, le résultat est très simple. Vous faites le rapport des différences d'énergie et vous avez le rapport des différences de fréquence. Donc une simple règle de 3 vous indique quel doit être le rapport des fréquences de deux horloges atomiques calées sur deux éléments différents. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette règle de 3 est invariante dans le temps? Parce que les niveaux d'énergie des atomes sont donnés par la physique atomique. Ils sont en principe calculables à partir de l'équation de Schrödinger ou de l'équation de Dirac, mais dans cette équation, il faut mettre des constantes. Et les deux constantes essentielles que l'on doit mettre, c'est la constante de structure fine, de 2 sur h bar c, et une constante qui est le rapport de la masse du proton à la masse de l'électron. C'est les problèmes d'entraînement du noyau. La physique atomique est très compliquée parce que dans certains atomes, les électrons sont relativistes, d'autres non. Si les électrons sont relativistes, les niveaux d'énergie dépendent de alpha d'une façon différente de ceux qui ne sont pas relativistes, et ainsi de suite. Donc, suivant les transitions utilisées, la fonction de alpha et de mu qui va intervenir va être différente. Et donc, les deux horloges, les fréquences de transition atomique, sont des fonctions de ces deux constantes, et le rapport de deux fréquences d'horloge n'est constant que si alpha et mu sont eux-mêmes constants, ou si, conspiration dramatique, alpha et mu varient, mais dans une proportion telle que la variation de alpha compense la variation de mu. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est comparer deux horloges, voir si elles donnent le même temps ou non, à la règle de 3 près, et puis ensuite se poser la question, est-ce que alpha et mu ont le droit de varier dans des proportions données? Alors ça a été fait, et c'est fait maintenant depuis plusieurs années, et je vous donne simplement ici une figure qui a été publiée dans cet article qui est sorti il y a quelques mois. Vous voyez ici portée en abscisse la variation relative de alpha en unité de 10-16 par an, et en ordonnée la variation relative du rapport de masse toujours en 10-16 par an. Et chacune de ces bandes correspond à la comparaison de deux horloges. Quand il n'y a qu'un seul élément qui est indiqué dans la comparaison, c'est qu'elle est comparée à l'horloge à césium. Dans un cas ici, vous voyez qu'on a comparé des horloges à aluminium et à mercure du NIST. Et vous voyez que certaines bandes sont inclinées, d'autres bandes sont verticales. En fait, ce que montrent ces expériences, c'est que sur des mesures qui s'étalent maintenant sur plusieurs années, les fréquences ne varient pas. Mais le fait que la fréquence ne varie pas, comme je vous le disais tout à l'heure, peut signifier que alpha et mu varient de façon corrélée. Et donc, pour chaque constance de couple d'horloge, on peut définir dans cet espace alpha-mu une bande dans laquelle sont contraintes les variations éventuellement corrélées de alpha et de mu pour qu'on observe cette constance de fréquence. Et vous voyez que suivant les couples considérés, les bandes ont des largeurs et des pentes différentes. Le point important, c'est qu'elles se coupent toutes autour de dα sur dt et dmu sur dt égale 0 à l'intérieur de cette ellipse blanche. Et donc l'existence de cette ellipse blanche montre que si alpha et mu dépendent du temps, ils sont contraints de façon extrêmement précise maintenant. La variation relative de alpha ne peut pas dépasser 2 10-17 par an, et la variation de mu, quelque chose de l'ordre de 5 10-17 par an. Ça veut dire que, et je vous rappelle qu'une mesure beaucoup plus indirecte a été faite il y a déjà une quinzaine d'années en utilisant les produits de réaction d'un réacteur naturel qui se trouve en Afrique et en mesurant les taux de radioactivité et les taux des différents éléments, ils sont arrivés de façon indirecte à mettre une limite sur la variation de alpha pour une mesure faite sur 2 milliards d'années qui est de même ordre, un peu moins précise que celle que nous faisons ici. Donc vous voyez que la physique atomique permet de répondre en un an à une question que d'autres types de physique pour lesquels d'autres types de physique demandent des milliards d'années pour avoir une réponse. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si alpha a varié de façon linéaire, il n'a pas varié de plus de 3 10-7 sur l'âge de l'univers. Et donc on peut contraindre ces variations et donc contraindre les modèles cosmologiques. Donc je crois que j'ai assez parlé, je vais simplement conclure
donc en vous disant qu'on peut maintenant mesurer le temps avec une précision qui correspond à peu près à 1 seconde sur l'âge de l'univers. Il est probable que dans les années qui viennent, on va changer la définition du standard de temps, remplacer une horloge à césium par une horloge atomique optique. Plusieurs problèmes se posent. D'abord, laquelle il faut prendre. Donc il y a encore une compétition entre toutes sortes de transitions d'atomes neutres ou d'ions. Et surtout, l'un des problèmes qui se pose, c'est que si on augmente la précision, il va falloir, d'une façon ou d'une autre, spécifier, lorsqu'on définit l'étalon de temps, dans quel environnement de masse gravitationnelle se trouve l'horloge que l'on choisit. Inversement, ces horloges donc, sur Terre ou embarquées dans des satellites permettront de tester avec une précision accrue des théories de la relativité restreinte et générale et des théories cosmologiques qui indiquent que le temps peut dépendre de différents facteurs. Elles peuvent également continuer à essayer d'affiner la précision sur la mesure de la constance des constantes fondamentales et peut-être utilisées pour mettre au point des systèmes de navigation encore plus précis que le GPS actuel et surtout pour développer des sondes. Si vous promenez cette horloge, vous allez être sensible à des variations de densité invisibles sous le sol qui peuvent être utilisées pour faire de la géophysique, de la géodésie ou de la prospection minière. Je conclurai en faisant encore un peu plus de science-fiction. Qu'est-ce qui est susceptible d'avoir un facteur de Q encore plus grand qu'une transition optique? C'est une transition nucléaire entre deux niveaux stables ou métastables d'un noyau, tombant dans le domaine des rayons gamma. Donc certains songent à développer des horloges nucléaires. Mais alors à ce moment-là, le problème de l'échappement se pose. Il va falloir trouver une extension ou une généralisation des peines de fréquence à des fréquences beaucoup plus élevées. Et ça reste vraiment dans le domaine de la recherche pour l'instant. Et je conclus sur une idée intéressante qui va nous faire le lien avec la leçon de la prochaine fois. Ces peignes sont des instruments précieux en spectroscopie moléculaire. D'abord parce que ça veut dire que lorsqu'on balaye ce peigne de fréquence sur une molécule qui possède un grand nombre de niveaux de rotation-vibration, on peut d'un seul coup étudier tout le spectre par différentes méthodes de transformation de Fourier en particulier. Et une autre utilisation importante, c'est le fait que la précision de ces peignes permet de mesurer des tout petits décalages de fréquence, en particulier les décalages Doppler que l'on observe dans la lumière émise par une étoile lorsqu'elle tourne sous forme binaire avec une planète, suivant qu'au moment de la rotation, l'effet Doppler est modulé dans le temps par la rotation, et les peignes de fréquence sont des dispositifs extrêmement sensibles utilisés maintenant en astronomie pour détecter les exoplanètes. Et enfin, on verra dans la leçon 6 que les peignes des fréquences peuvent être utilisées pour générer des pulses lumineux ultra courts et ultra intenses, des pulses dans le domaine des attosecondes, et ça ouvre une physique tout à fait nouvelle, la physique des temps ultra courts et la physique de la lumière extrême, des lumières très très intenses, et ça sera le thème de la prochaine fois. Et j'insiste sur le fait que la technologie des peignes de fréquence a permis de faire un bond énorme à cette physique des champs ultra intenses et extrêmement courts, donc c'est vraiment un développement très important. Donc dans 10 minutes, on va voir le second séminaire de Wojciech-Zurek, et je voulais simplement vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de séminaire, et je vais faire 2 cours. Donc je fais un premier cours à 9h30 qui sera le 6e cours de la série, où je parlerai précisément de la physique des temps ultra courts et de la physique des champs très intenses, et je terminerai à 11h par la leçon de clôture de la chaire qui sera moins technique, où je parlerai de façon plus générale de la lumière et des liens de ce que la lumière nous a apporté en recherche fondamentale et en innovation. Ça me permettra de faire une réflexion générale sur les liens souvent imprévus entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc ça, ce sera la leçon de clôture de la chaire mardi prochain à 11h. Très bien, donc on va s'interrompre maintenant 10 minutes avant le séminaire de recherche.